officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Michel Gaudin-Desmer. Messieurs, il y a des sans-abri qui meurent de froid, donc je le rappelle, je suis obligé de le rappeler parce que sinon on le met tout de suite de côté. Mais tout de suite, hop, on oublie. Non, on est dans la société, pour l'instant, arriérée, primitive, qui laisse ses enfants, qui assassine ses enfants qui sont pas normaux, voilà, qui sont pas esclaves, voilà, qui sont pas normaux, qui sont autres. Voilà, on assassine l'autre. Merde, le minimum c'est de loger tous ces enfants. C'est le minimum. Et les Nations Unies, ils sont tous coupables aussi, soyons clairs. Tous les députés des Nations Unies, c'est pareil, tous les députés de l'Europe, c'est pareil, qui testent le droit. Ils sont au même titre, il n'y a pas que le président. Ce sont tous les responsables qui pour l'instant sont dans une logique d'assassinat des enfants. Voilà, qui commence pas. Le citoyen de base qui lui ne fait rien, il ne s'intéresse pas non plus aux institutions. Mais c'est parce qu'on est plus coupable que les autres. Mais parce qu'il est comme normalement je sors mes textes, j'ai des textes, mais bon, c'est pas sorti à cause de moi. Il est abasourdi d'impuissance. Non. Mais moi, il y a 25 ans que je fais place publique. Il y a 25 ans que j'appelle à demander. On me dénie. Vous représentez pas la population française. Vous représentez vos intérêts, vos opinions. Non, je représente l'universalisme. Je suis votre opinion. Mais c'est pas mon opinion, désolé. De la population. Mais vous trouvez qu'elle est active? Mais elle est active, elle donne de l'argent à des. C'est une démarche citoyenne et une démarche. Non, mais c'est une démarche. Non, c'est une démarche pour se débarrasser de. La question, c'est que ça fait mal. Je veux dire, on veut pas parler de la question qui fait mal. Les gens, ils veulent pas en parler, ils ont honte. Bien. Alors, est-ce qu'ils sont quelque part pas aussi coupables que les plus grands et que les élus? Mais c'est pas ça, c'est qu'ils peuvent rien faire. Ils sont quelque part coupables, mais pas coupables comme celui dont c'est la responsabilité. Est-ce qu'au moins ils ont essayé une fois? Il y a Coluche, il y a l'abbé Pierre, il y a. Ça, c'est pas la population, c'est une personne à chaque fois. Mais c'est toujours une personne est toujours une personne. La population, il faudrait qu'elle soit fédérée. Mais comment être fédérée par rapport à quelque chose qui est honteux? C'est honteux que le politique fasse pas son travail. C'est honteux. Une démarche individuelle. Honteux. La démarche individuelle de chaque personne, c'est différent que d'une seule personne sur 1 million. Mais l'idée est toujours toujours. Je veux dire, oui, mais s'il n'y a qu'une seule personne pour la défendre, elle est unique. Mais elle est unique, mais elle est absolue. Je veux dire, l'idée, elle est absolue. Il y a une vieille histoire. Il y a une vieille histoire d'un homme qui était sur une croix, tu vois, ça continue à exister. Donc l'idée, elle est elle est toujours Toujours. Après, où on reconnaît l'idée, ou on ne la reconnaît pas. Cette idée-là, c'est une croyance. Non, l'idée du sans-abri. Mais c'est une croyance, c'est vous qui transformez. C'est vous qui transformez quelqu'un qui est. Mais non, mais la question des religions, c'est qu'elle cherche à aimer. Elle cherche, comme disait Jacques Brel, elle cherche à aimer, c'est tout. Est-ce que vous trouvez, vous, que les citoyens qui ne font rien ne sont pas plus coupables que les autres? Mais pourquoi plus coupables? Parce que je comprends pas, c'est plus celui qui est le plus, c'est le politique. Après, c'est tout. Le politique. Non, c'est pas trop facile. C'est celui dont c'est le boulot. C'est lui son boulot. Alors, les plus coupables, ce sont les élites. Ce sont ceux qui ont le porte-parole. Le citoyen, il n'a pas de travail politique à faire au quotidien. C'est ça. Alors en quoi on est citoyen si on n'a rien à faire? Mais s'il donne une pièce en passant à la personne qui fait la quête. Donc pour vous, là ça reste individuel. Le citoyen peut être un homme politique. Non mais il est coupable aussi. Mais il est coupable, mais pas plus. Par un acte monétaire. Mais parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Mais c'est déjà faire quelque chose. C'est déjà quelque chose. Vous donnez bien des idées. Oui. Vous transmettez le raisonnement et la réflexion. Mais après les journalistes, bon là aujourd'hui j'ai pas sorti mon texte. On est d'accord, mais les journalistes me nient. Vous distribuez pas de l'argent, vous. Mais je donne de l'argent aussi à ceux qui aux mendiants, bien sûr. Pousser les gens à raisonner. Oui, mais je demande justice. La question c'est de créer justice. C'est tout. Justice, c'est justice. La démarche c'est raisonner. Oui. Et
Si tout le monde raisonnait plutôt que de donner de l'argent. Mais moi je raisonne aussi parce que je suis victime. Avant de raisonner, je veux dire, j'avais aucune conscience de place publique. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour l'instant, on est à la virginité. On est un puceau. On est d'abord un puceau. Mais ça marche pas parce qu'on n'a jamais fait. Est-ce qu'il y a place publique? Il n'y a jamais eu place publique. Bon alors arrêtez. Arrêtez quoi, merde. Ça suffit. Vous êtes juste en négation. Vous êtes en néant. Vous êtes un puceau. Vous comprenez pas que vous êtes un puceau de l'humanité. Il faut faire place publique. Il faut faire, venez en place publique. Moi je suis là, je ne suis pas là. Voilà. Mais alors, mais vous êtes juste en négation. Vous êtes juste en négation. Bah, quelle télé télé, moi je passe pas sur des télés. Moi je m'appelle Louis, voilà, ouais. C'est tout. Tu fais des blagues quoi? Je fais des blagues. Louis la blague. Ok. Louis la blague. Louis la blague. Okay. Je suis un amoureux de la blague. Et... mais la vie est une blague. Bah, la vie est une blague. C'est ce que j'allais dire. Hein? Bah ouais. Attends. Bon, voilà. C'est Toto. Ok. C'est Toto et c'est pour tout le monde. Oui. Les enfants, écoutez bien, c'est une blague de Toto. Toto, il arrive à l'école, il a des bosses partout sur la tête. Partout. Et la maîtresse, elle lui dit, hey, Toto, c'est quoi toutes ces bosses là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Toto, il dit, bah, madame, la maîtresse, hier, on a fait un barbecue et il y avait une guêpe. Et la maîtresse, elle lui dit, attends, Toto, c'est pas une guêpe qui t'a fait ça? Elle dit, non, c'est pas une guêpe, c'est mon père, il avait une pelle. Gojo TV! Moi c'est Claude. Oui, chanteuse musicienne, voilà. Oui, j'ai gentil. Merci beaucoup, en tout cas c'était bien. Il était une fois une princesse dans une contrée lointaine d'Arabie. La princesse Zara. Elle portait le doux nom d'un vent. Elle était très belle. Elle avait un regard plein d'espoir, un rire très joyeux et très franc. Et son père, le roi, l'adorait. Mais elle était aussi très belle intérieurement. Elle était très sage, car son père s'était entouré de savants, des mathématiciens, des philosophes, et sa fille avait suivi leur enseignement. Elle savait distinguer le mot de la parole, distinguer l'énigme du mystère, distinguer la beauté des choses futiles. Elle savait aussi se taire et écouter. Écouter le tambour de son cœur, la rumeur de son corps, et écouter le chant fragile de son âme. Ce matin-là, le roi entre dans sa chambre. Il chasse la nourrice qui était en train d'ouvrir les volets et il lui dit, ma fille bien-aimée, le soleil que tu vois là, c'est le dernier de tes jours d'enfance, c'est le dernier de tes jours d'innocence, car il est temps pour toi maintenant de te marier et d'épouser un prince héritier. Je te l'ai choisi, il est puissant, beau, fort, instruit comme toi, et vous aurez beaucoup d'enfants. À ces mots, Zara a pâli. Et elle s'est rappelé ce que lui avait dit un de ses maîtres. Il lui avait dit, Zara, sois toujours la sultane de ta vie. Que l'amour en soit le royaume, le jardin, l'océan ou le désert. Alors elle a secoué la tête. Elle a dit, non mon père, l'homme que j'aime est très loin d'ici. Il est si loin que je ne sais pas où. Et je sais que je dois l'attendre. Je ne sais pas quand il arrivera. Alors je vais construire une maison pour l'attendre. Alors mon père, laisse-moi partir. Et le roi, malgré son cœur brisé de la voir partir, accepte. Parce qu'il l'a laissée toujours maîtresse de ses choix. Et Zara commence à marcher dans le désert.
l'horizon, elle a l'impression d'être au centre du monde. Alors c'est là qu'elle va construire sa maison. Et elle construit une cabane de sable et de pierre. Puis elle s'enferme dans la maison. Elle ferme la porte et elle attend. Elle a emmené de quoi tisser. Alors, elle tisse une grande pièce de laine bleue pour passer le temps, mais aussi pour faire un manteau pour se protéger du froid glacial du désert. Elle tisse. Et les minutes s'égrènent et les jours passent. Mais dans tout le royaume, la nouvelle s'est propagée. La princesse Zara s'est enfuie dans le désert et elle attend son bien-aimé. Alors, des quatre coins du royaume, des hommes prennent le chemin du désert pour frapper à sa porte. Il y a des caravaniers, des princes, des mendiants, des voleurs, des philosophes, des guerriers. Le premier qui a frappé à sa porte a entendu la voix de Zara, qui a dit « Qui va là ? C'est moi, Ali. Ali, il n'y a pas assez de place pour moi et toi dans ma maison. Elle est trop petite. Alors va-t'en. » Ali a obéi et il est parti. Zara a pris une aiguille et un fil d'or et elle a brodé le prénom d'Ali sur le bleu de son manteau. Le deuxième homme qui s'est présenté a entendu la voix de Zara qui a dit « Qui va là ? C'est moi, Hassan. Hassan, il n'y a pas assez de place pour nous deux dans ma maison. Alors va-t'en. » Hassan a obéi et il est parti. Elle a de nouveau pris son aiguille, son fil d'or, et elle a brodé le prénom d'Hassan sur le bleu de son manteau. Et des hommes, jour après jour, sont venus. Elle a brodé des centaines de noms. Cela jour après jour, nuit après jour, saison après saison, pendant 10 années, et puis pendant 20 années. Et son manteau s'est recouvert de prénoms dorés. Jusqu'au jour où un homme aux pieds nus s'est présenté devant la porte. Cet homme n'a rien dans les mains, sauf les lignes de sa vie. Mais dans ses yeux, il a des milliers de trésors. Cet homme s'appelle Mokhtar, ce qui veut dire l'élu. Mokhtar a frappé une seule fois à la porte. Et il a entendu une voix faible, très faible, comme un murmure de sable, qui lui a dit « Qui va là ?» Et il n'a pas répondu. Zara n'a entendu que le silence et puis la caresse du vent sur le sable. Alors, pour la deuxième fois, elle a dit « Qui va là ?» Mokhtar n'a pas répondu, mais il a souri. Il a souri. Et son sourire était si lumineux qu'elle l'a senti. Alors, elle aussi, de l'autre côté de la porte, a souri. Et pour la troisième fois, elle a dit « Qui va là ?» Mokhtar a dit « C'est toi-même ». Et la porte s'est ouverte. Mokhtar est entré dans la cabane et il a vu Zara. Mais une Zara toute vieillie, toute ridée, avec des cheveux de neige et avec des yeux fanés. Et avec son long menton bleu, brodé de milliers de prénoms. Oh, il y avait un fil qui dépassait d'un prénom. Alors il a tiré sur le fil, il a effacé le prénom, il a jeté le fil dans le vent du désert et le fil s'est fait oiseau. Oh, un deuxième fil. Alors il a tiré sur le fil, le prénom s'est effacé, il l'a jeté dans le vent et le fil s'est fait oiseau. Et comme cela, un par un, il a effacé chaque prénom. Et à chaque fois qu'il effaçait un prénom, il y avait une ride qui s'effaçait sur le visage de Zara. Et bientôt, elle a retrouvé son teint éclatant et ses yeux lumineux. Et quand il n'y eut plus un seul prénom sur le manteau, que tous les prénoms ont été effacés, que tous les fils se sont envolés, que tous les oiseaux ont été délivrés, eh bien, Zara, elle a retrouvé la jeunesse de ses premiers printemps. Alors, Mokhtar lui a pris la main. Et ces deux-là, qui ne font qu'un, sont partis ensemble dans le désert. On ne les a plus jamais revus. Il n'y avait aucune trace dans le sable du désert. Voilà. Merci pour l'attention à chaque fois de mettre des fils.
tu t'appelles Charlotte et tu chantes. Ouais, je chante, ouais, j'écris et je compose. Et tu t'inspires de quoi pour écrire? De tout, en fait, de la vie. Ah ouais. De la vie, des événements, des gens que j'aime ou que j'aime pas. Ça arrive aussi. Bon, tu vas pouvoir écrire pour moi alors. Non, tout est source d'inspiration pour un auteur. Ok. Tu as déjà un disque qui est sorti, tu l'as dit tout à l'heure? Pas toute seule, mais en duo, oui. J'ai un duo qui s'appelle Petit Bonheur, qui est pour l'instant en train de dormir parce qu'avec le Covid, tout ça, lui il est reparti à Pétard, au Schnock, il va ailleurs. Donc le duo est en suspens, mais on a fait un disque ensemble, oui. D'accord. Voilà, En tout cas, j'ai fait un disque toute seule, mais il y a un bout de temps aussi où là je chante presque classique, en fait, la chanson classique. j'ai beaucoup aimé. Ah, merci. J'ai filmé quelques morceaux. Ah, sympa. Voilà. Pour ne pas avoir l'air d'un voleur, je suis obligé. Tu vois, ça c'est un comptoir verbal qui te piège. Si je te donne mon email et comme ça tu m'enverras les vidéos. D'accord, d'accord. C'est plus simple. Ah ouais, okay. Je vais prendre ça tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup. Ouvre les yeux, ouvre-les mieux. Les rêveurs changent de monde. Le vent est rouge, le soleil bleu. The dreamers change the world. Si la peur et l'ennui te rongent, pas où le rêve te plonge. The dreamers change the world. Les rêveurs changent le monde. Wow. Lorsque la vie court sur le pont du Titanic, on n'aperçoit plus l'horizon et qu'on panique. On peut trouver sous nos paupières des univers où tout s'éclaire. Chacun, chacune protège en soi ses libertés. Celle de l'amour, celle de la joie, celle de créer. C'est la magie qui nous relie, le jour, la nuit, à l'infini. Ouvre les yeux, ouvre-les mieux. Les rêveurs changent le monde. Le vent est rouge, le soleil bleu. The dreamers change the world. Si la peur et l'ennui te rongent, pas où le rêve te plonge. The dreamers change the world. Les rêveurs changent le monde. Oh, entre les gouttes et les orages sans préambule, les coups du sort, les cris de rage qui nous bousculent. Il y a cette fleur qui pousse au cœur de nos douleurs, au petit bonheur. Ces petites graines de fantaisie qui nous animent, qui rend possible les folies qu'on imagine. Faire des voyages en cerf-volant, rester enfant tout simplement. Ouvre les yeux, ouvre-les mieux. Les rêveurs changent le monde. Le vent est rouge, le soleil bleu. The dreamers change the world. Si la peur et l'ennui te rongent, pas où le rêve te plonge. The dreamers change the world. Les rêveurs changent le monde. Oh, quel que soit l'heure, quel que soit l'âge, combien de fous, combien de sages, la tête encore dans les nuages, les rêveurs changent le monde. Wow, ouvre les yeux, ouvre-les mieux, les rêveurs changent le monde. Le vent est rouge, le soleil bleu. The dreamers change the world. Si la peur et l'ennui te rongent, va où le rêve te plonge. The dreamers change the world. Les rêveurs changent le monde. Los soñadores cambian el mundo. Les rêveurs changent le monde.
quête parallèle. Aujourd'hui, je suis au salon du livre africain où je rencontre Jib, Jean-Yves Bertogal. Il est slameur. On découvre. Bonjour, est-ce que tu veux te présenter un peu et me dire ce que tu fais à ce salon? Moi c'est Jean-Yves Bertogal, Jib. Alors souvent les gens me connaissent en tant que slameur parce que après avoir été champion de France, d'avoir fait championnat d'Europe, du monde, voilà, j'ai voyagé, représenté la France avec des histoires ultramarines, histoire de montrer justement aux gens que ça aussi c'est la France, toutes ces histoires, voilà. Et donc en ce moment, on travaille avec les Japonais qui sont en train de traduire certains de mes textes, voilà. Donc, tu présentes quoi là aujourd'hui? Alors là aujourd'hui je présente l'écho des contes ultramarines. Voilà. Pourquoi l'écho des contes ultramarines? Donc on sait très bien, moi je suis d'un père guadeloupéen, ma mère est réunionnaise malgache et moi je suis né à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Donc mon père, ma mère et moi, on n'est pas nés sur le même continent, on n'est pas nés sur les mêmes mers. Et donc ce sont justement des échos, des histoires que, comme font le poète, en fait le rôle du poète c'est quoi? C'est pas qu'il a un rôle, je lui donne pas une injonction, mais celui que je me donne à moi, justement, c'est de retransmettre ces histoires. Et donc on va parler, par exemple, on est sur le Pacifique, on va parler aussi du retour de la tête du chef à taille, qui était en catimini médiatique dans le journal Le Monde, au même moment où la France s'esclaffait parce que Gourdel s'était fait couper la tête en Algérie, et ça c'était un crime barbare. Mais la France, elle, concernant ces crimes barbares, n'en a cure. Voilà. Donc sur les Outre-mer, on va parler des Arawaks, parce que sur nos îles, il est vrai que y a les Antillais, il y a les métropolitains, les colons, il y a tout le monde, mais c'est vrai qu'on oublie toujours qu'avant nous, il y a un peuple qui a été décimé et qui est sur nos îles. Voilà, et c'est là où en fait, nous maintenant, on a été introduits d'Afrique, voilà, mais pour supplanter ce peuple qui était déjà présent. Donc il est très intéressant de pouvoir en parler, tout comme il est très intéressant du côté de Madagascar de virer un peu sur ce que l'on appelle la période de la pacification. Alors ici sur le stand, il y a des personnes qui ont des livres sur Madagascar, très intéressants, très gros et tout ça, pour parler justement de cette pacification qui s'était passée en mars 95 et qui a fait quand même 89 000 morts. Donc c'est quand même des histoires qui méritent la peine d'en parler. Donc je suis ici avec mes ouvrages, voilà, pour voilà. Et les âmes de la réminiscence, donc c'est pour ça en fait, donc l'écho des conques ultramarines, donc chacune de nos îles possède des conques, vous savez ces gros cornes de lambi sur lesquels voilà, j'aurais été un continental, j'aurais peut-être parlé des tam-tams, ok, mais là comme on est en ultramarin, ce sont les conques qui envoient la voix, ce sont ces coraux de mer qui te renvoient un peu toutes ces situations là, voilà, donc c'est ça, et ici pourquoi les âmes de la réminiscence? La réminiscence, c'est un peu le souvenir vague. C'est très important, c'est histoire de dire « je ne suis pas un historien ». Justement, moi, ces histoires, c'est vague. C'est le ressenti des gens. Le poète, c'est un peu l'écho des ressentis des différentes personnes. Et donc, c'est à travers ça, justement, donc, je fais parler les âmes de la réminiscence de nos souvenirs. Voilà. Et donc là, on est sur le salon du livre. Et si on a l'opportunité, du livre africain, on est sur le salon du livre africain. Ouais, mais tu sais que je vais te demander plus que ça. Ouais. Comme je te connais bien, ouais. Tu vas me slammer un truc qui est en 4-5 phrases. Justement, sur scène, là, je passe... Là, chez moi, sur ma scène, là, maintenant. Ah oui. Cause-moi. Où sont nos armées d'ombre? Où sont nos ombres armées? Ensevelies aux excavations de l'oubli, enfouies, dans la putrescible amnésie, diantre de la pusillanité extrême, pourvoyeur de morts mercantiles, il bâillonne la genèse des voix des sans-voix, soucougnant de l'histoire noire, affonant l'iphigénie, glorifiant le piaculaire dans une pérennité grasse. Mais au panthéon de la réminiscence, le gardien de la veine du souvenir ressurgit d'un au-delà colérique, dans une oraison d'aliénation délégataire, libérant l'aphasie, historiant les crimes, stoppant la paralalie.
Dans une plaie d'eau morte, d'où jaillit la conscience de l'incontrition, la mer pleure en son soleil noir. Ces brises-lames ne sont plus que des brises-larmes. Assèchement de peine liquide, l'assèchement de peine limpide. Las, sèchement. Les veines livides par la sémantique des peines, l'eau de Dodin, plein de dédain, enjolive la missive du chagrin. Merci. Ouais. La faille. Bonjour. Si on avait su, on se serait pris autrement. Mais comme on ne savait pas, on s'est pris le mur. Que fallait-il faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La cour. On ne peut pas savoir si on ne sait pas qu'il faut savoir. Savoir ce qui n'existe pas, n'existe pas. Sinon, on sait. Et oui, on s'est pris le mur. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance, sinon. Veni, Dread. Est-ce que le fait d'être en pleine nature et avoir une connexion, est-ce que ça aide? Une connexion internet, on va dire. Ça aide à être en relation avec les autres qui ne sont pas... Est-ce qu'il est indispensable? Non, il n'est pas indispensable. Mais si je cut, j'ai des amis qui vont me dire que je les ai laissés tomber. Pourtant, ils ont mon téléphone. Hein. Mais ils vont dire que je les ai laissés tomber. Donc, bon, en règle générale, je ne laisse pas tomber mes amis. Donc, pour mes amis, je fais ce sacrifice de rester sur le réseau. Voilà. Une bonne chose. Alors que tu n'es pas radical, c'est bon. Tu n'es pas un homme radical dans ce sens. Donc, Je suis radical sur certaines choses, mais après, je veux dire, si on te dit que y a 4 milliards d'individus qui utilisent le truc, forcément, il y a un moment donné où tu te retrouves pris dedans. Tu vois, c'est pas obligatoire de l'avoir, mais il y a quand même un paquet de formules qui ont été dématérialisées, rien que pour faire une carte grise. Si t'as pas le net, t'es un peu dans la merde. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. On te force, quasiment maintenant à faire tes achats par Internet. Mais donc bon, dans le même temps, pour sécuriser le truc, alors tu es obligé d'avoir l'application de banque qui te renvoie les numéros et les machins. Et tu vois, donc bon, il n'y a aucune loi qui dit que tu es obligé d'avoir un smartphone. Mais si tu l'as pas, voilà quoi, il y a un tas de choses qui sont... on te l'impose indirectement. C'est ça, c'est exactement ça. Tu comprends, c'est comme le pass sanitaire, il n'est pas obligatoire, sauf que bon, je peux plus bosser, j'ai plus accès aux loisirs, il y a plein de lieux qui aujourd'hui me sont interdits. Donc bon, tu peux pas dire que le pass n'est pas obligatoire. Tu vois, donc bon, moi je m'en fous, je vais faire ce sacrifice de retirer un certain nombre d'activités et de choses de ma vie, parce que j'ai pas envie de me plier au dictat. Mais néanmoins, donc ben voilà, je peux plus aller jouer dans des grandes salles, je peux plus aller en festival, ni en tant qu'artiste, ni en tant que visiteur. Et on peut très simplement penser que d'ici quelques mois, je veux dire, il y a une partie des postes de travail qui ne sont plus accessibles si tu n'as pas ton passe sanitaire. Donc bon, voilà.
Mais donc bon, ben, je m'en fous là, une fois de plus je me retrouvais marginal, ils vont dire que je suis un marginal, mais je ne suis pas marginal, j'ai été marginalisé par la société elle-même. Voilà, c'est tout. Mais voilà, non, indispensable, non. C'est pas indispensable. Tu aimes aller en montagne. Quand tu es en montagne, si tu vas aller faire le Canigou, où est-ce que tu as du réseau, où est-ce que tu as de l'électricité, il n'y a rien, tu es obligé de rentrer ton truc. Tu es obligé de rentrer tous tes écrans, les mettre dans ta poche, ne te servent strictement à rien. Voilà, donc c'est ça la réalité. Hein, la réalité, c'est, je suis à la campagne, tu as vu toi-même, il y a des coupures d'électricité. Alors là, j'ai retrouvé du réseau, je suis à 8 gigas. Hein, je suis à 8 gigas à la place de 10, mais je suis resté pendant 4 ans et demi avec 2 gigas,4. Tu sais, quand l'autre il dit ah ouais, il faut faire du télétravail. Mais espèce d'imbécile, tu commences déjà par nous donner un réseau électrique stable et un réseau Internet qui a un flux qui permette de faire transiter les informations. Mais après, quand tout le monde sera en télétravail, il faudra la 5G, mon pote. Hein, plus les voitures, nanana, en ville, là, l'aspirateur il est connecté, le frigo il est connecté, la montre elle est connectée. Tout est connecté. Ouais, donc bon, voilà quoi. Mais donc non, c'est pas indispensable et donc bon, je sais pas, c'est un scoop les gars. Pendant très longtemps, on a vécu sans tout ça. Et on a bien vécu. Et on a fait les mêmes choses qu'on fait aujourd'hui. Hein. Ouais. D'accord? Donc voilà. C'est l'arrivée d'Internet n'a rien changé à l'activité du Soleil, n'a rien changé à la disposition de la Voie lactée. Rien. Tous les jours, je regarde Orion et il fait le même trajet. Et si je prends la même heure, je le trouve à la même place, dans la même saison, point final. Même si c'est pas ton rôle, je te demande quand même, quel conseil tu pourrais donner aux plus jeunes qui poussent maintenant, qui sont nés justement avec tout ce système s'ils sont nés dans ce système, déjà, c'est naître corrompu, donc la chose, elle est difficile. Mais ce que je pourrais leur dire, c'est que le système, c'est un grand mensonge. Tout ce qu'on vous donne comme valeur à l'heure actuelle, c'est du mensonge. Ça ne vous permettra pas de bien vivre, ça ne vous permettra pas d'être heureux. Et le pire de tout, ça ne vous permettra pas de bien mourir. C'est un truc qu'on néglige, bien mourir. C'est-à-dire, c'est être capable d'accueillir la mort de la même manière qu'un gâteau d'anniversaire ou de l'arrivée d'un vieux copain qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, c'est comme dans les principes de l'alchimie, par exemple, la mort ne devient plus une fin à partir du moment où tu n'es pas accroché à ce monde. Alors qu'est-ce qui t'accroche à ce monde? Ce qui t'accroche à ce monde, c'est si je te dis maintenant, bon viens, on se casse là, on sait pas où, mais on s'en va. Mais on part tout de suite, maintenant. Mais tu n'as pas le temps de repasser chez toi, ni d'appeler qui que ce soit, ni de prévenir le magasin ou quoi que ce soit, on part maintenant. Tu vois? Et tout ce qui t'empêche de partir, c'est ça qui t'attache. Et ces choses qui t'attachent là t'empêcheront de bien mourir. La mort sera une malvenue, un stress, une peur, une angoisse. Tu comprends? Alors que la mort, elle vient en même temps que toi à la vie, elle t'accompagne toute la vie. Et donc si tu n'en as pas peur, tu vis bien mon frère, tu vis bien. Et ça demande qu'à une chose, c'est être prêt. Hein, c'est être prêt à l'accueillir. Et donc bon, souvent, pour être bien prêt à l'accueillir, ça passe aussi d'avoir bien réglé ses affaires. Pas laisser ta copine dans la merde ou machin, ou naninana, d'avoir bien réglé tes affaires. Et à partir de là, et d'ici la mort vient te chercher, tu dis viens, on y va. C'est un nouvel épisode qui démarre. C'est pas une chose qui finit, c'est un nouvel épisode qui démarre. C'est la vie universelle continue, se poursuit. Et après, donc, s'il faut donner... ah ouais, mais sous quelle forme Ouais, ok, laisse tomber, mec.
Laisse tomber, mec. Comprends juste que c'est pas une fin. Je veux dire, c'est toi qui fais la fin. Et donc, si tu as envie de mal vivre, eh ben, tu as le droit de mal vivre. Tu as le droit de mal mourir. Toi, en pleurant, avec plein de regrets, de ce que tu veux. Tu comprends? Mais non, ça c'est évitable. Et la mort peut être une compagne tout au long du chemin de la vie qui s'inscrit naturellement, voilà, qui s'inscrit naturellement dans ton cursus. Donc, je dirais, voilà, les gars, elle dit, soignez votre mort en vivant bien. Ben oui. Soignez votre mort en vivant bien. Elle ne veut pas de vous avant l'heure. Et pourtant, il y a plein de gens qui sont des morts vivants. La vie qu'ils mènent n'est pas la leur. C'est ça qu'on leur impose. Ouais, ou pas toujours qu'on leur impose. Il y en a qui cooptent volontairement. Il y en a qui cooptent volontairement. Elle dit, moi, il n'y a pas de ministre qui est venu me dire restez chez vous. Par contre, de mes connaissances, il y en a plein. À rester chez vous, à faut tenir le confinement, à mettre ton masque, lave tes mains, dis bonjour à la dame. Bon, simplement parce que le président ou ses postillons venaient parler tous les jeudis soirs et là, des millions sont là en train de boire. Donc, et donc on arrive à faire croire à ces gens que comment prendre le risque de mourir peut être un bénéfice. Moi, prendre le risque de mourir, c'est pas un bénéfice. C'est-à-dire, je suis vieux, j'ai plein de comorbidités, mais si je prends un truc et que le truc, il me fait mourir, c'est quoi le bénéfice? J'étais avec une santé qui me permettait de vivre, de bien vivre. Tu comprends? Donc, voilà, c'est des choses comme ça. Donc, je dirais aux jeunes, c'est... Non, ne vous laissez pas embobiner. Et là, on vous amène, c'est tout sauf la vie. C'est tout sauf la vie. C'est-à-dire, si vous avez envie de finir comme des petits robots, qu'on aura d'ailleurs interfacés numériquement, je veux dire, oui, il faut continuer comme ça. Mais donc, on va vers la fin de l'espèce humaine telle qu'on l'a connue. Merci, Benedred. De rien, mon ami. C'est à ta disposition. Donc il s'agit d'être la petite hache qui coupe les faux arbres. Voilà, c'est I'm ready, man. You know, small axe. Yes. Nice. Small axe. Merci.
bientôt sur Gojo TV.